Salut Jérémy, Salut Catherine, merci d'être là, je t'en prie. super sympa. Super. Dis bonjour aux Suisses. Bonjour. C'est vrai que je parle Bonjour aux Suisses. rarement sur des sites suisses où, Ouais, ben, nous on est là, on te lit tout le temps, on te suit, voilà. T'as des fans en Suisse, ah sache. bah, écoute, c'est sympa. Voilà, donc j'aimerais vous présenter Jérémy Ben Moussa, qui est un serial entrepreneur et qui est entre autres le CEO de Soché, qui va nous en parler tout à l'heure, et le créateur fondateur de Locita, le blog Locita. On dit comment on dit, Locita ou Lokita? En fait, on dit Lokita parce qu'il y a une espèce de private joke derrière et que ça vient de loco en espagnol. Loco. Ok, Voilà. alors Lokita. Exact. Lokita.com, le blog, l'énorme blog qui a reçu d'ailleurs un prix au Golden Blog Award, c'était en 2011, c'est juste, hein? Exactement. Voilà, et vous êtes maintenant à peu près 200 rédacteurs, c'est juste, hein? Il y a un peu moins maintenant de contributeurs, on doit être une centaine à peu près. Mais c'est vrai qu'on oscille tout le temps. On a lancé Lokita, on était une trentaine, une quarantaine. On est monté jusqu'à 200 et puis on a resserré il y a quelques mois. Maintenant, on est une centaine. Ok. Donc il y a un truc que j'aime bien en fait avec Lokita, c'est que c'est un blog, mais en fait vous êtes parti sur une autre idée quoi. C'est pas juste le blog d'une personne et puis après tu te fais connaître, tu deviens connu, puis il y a des gens qui viennent faire du guest blogging, etc. En fait toi c'est un truc collaboratif où dès le début vous êtes mis à plusieurs, c'est ça? En fait, l'idée de départ, c'était de se dire, moi, j'avais mon blog et je lisais pas mal d'autres blogs et je commençais à connaître d'autres blogueurs, à les rencontrer dans des événements et ce genre de choses. Et on avait tous plus ou moins le même problème, qui était de se dire, on parle de sujets qui sont plutôt complémentaires, on a des thématiques qui sont complémentaires, mais on est toujours tout seul sur notre blog. Et en fonction du temps qu'on avait, on publiait une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois pour certains. Et puis on s'est dit tout simplement, l'union fait la force. Ça serait plus intéressant de créer un espèce de petit média à notre niveau, de se mettre ensemble et puis de mettre un peu nos efforts au sein d'un même site. Et c'est vraiment comme ça que l'idée de Lokita est partie. Euh, pour te dire la vérité, j'ai eu cette idée-là suite à une conversation avec d'autres blogueurs. Ça m'a pris à 3 heures du matin, j'ai bossé dessus. À 6 heures du matin, j'ai envoyé une quarantaine de mails. Il y a 38 mecs qui m'ont dit oui, enfin mecs ou femmes, qui m'ont dit oui, et c'est parti comme ça. Ouais, Donc c'est vraiment parti un peu sur un coup de tête en fait. c'est génial. Et puis là, on peut souligner un truc qui marche toujours quand on est entrepreneur, c'est la vitesse d'implémentation, hein. Donc Jérémy, il a eu son idée, il l'a tout de suite mise en place, hein. Et on sait, hein, il y a des études qui ont été faites que ça, c'est un des critères d'un entrepreneur qui réussit, hein, la vitesse d'implémentation. Moi, je pense que c'est vraiment un facteur de réussite pour les startups en général. Moi, je travaille beaucoup avec des grands groupes et évidemment beaucoup avec des startups et c'est vraiment quelque chose que je remarque au quotidien. C'est que c'est la capacité qu'ont les startups globalement ou les petites entreprises, hein, les PME, à réagir rapidement dès qu'elles ont une idée, à la mettre en place, à faire ce qu'on appelle du test and learn. Comparé à des grandes entreprises qui ont besoin de 6 mois pour implémenter une nouvelle fonctionnalité, où c'est compliqué, il y a tout un process de validation. Honnêtement, c'est quand même beaucoup plus intéressant et ça permet d'avancer beaucoup plus vite quand on est justement plus réactif. Et puis moi, en tant qu'entrepreneur, ça m'a permis souvent de voir qu'il y a des petites choses qui marchent, d'autres qui marchent pas, de peaufiner ma stratégie ou des produits. Donc c'est hyper important pour moi d'être réactif. C'est même essentiel. Ouais. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que nous en Europe on est très perfectionniste, hein, et puis que bah, ces dernières années on a appris avec le modèle un peu américain justement c'était le concept d'ailleurs du Lean Startup, hein, c'est de lancer le truc, de le tester et de l'affiner après. Ce qui est un truc dont nous on n'a pas du tout l'habitude de faire parce qu'on va passer des mois et des mois à perfectionner un truc pour le lancer après. Écoute, il y a vraiment deux écoles. Je pense pas qu'il y en a une bonne, une mauvaise, mais il y a ceux qui se disent, moi, je veux un produit parfait avant le lancement, et ça peut être fait soit quand c'est un domaine très challenging, très concurrentiel, soit quand tu es une grande entreprise. L'exemple le plus connu, c'est Apple, avec Steve Jobs, qui était hyper perfectionniste, qui a refait entièrement des produits parce que l'intérieur était pas symétrique, ce qui sert strictement à rien. Mais voilà, tu as un niveau de perfection à ce niveau-là.
Et tu as ceux qui se disent, je lance mon produit, je vais faire du test and learn avec ma communauté et les réseaux sociaux aident énormément à ça, et je vais corriger mon produit. Par contre, si on fait ça, il faut juste être capable d'être réactif derrière. Mais c'est ce qu'on voit souvent en ce moment, par exemple, dans les applications mobiles. Des gens qui lancent des applications mobiles, qui sont pas mal sur leur version 1, mais qui vont connaître 3-4 mises à jour dans les jours ou dans les semaines qui suivent le lancement. Parce qu'on découvre des bugs qu'on découvre plus facilement quand tu as 100 000 utilisateurs que quand tu en as 10. Parce qu'il y a des nouvelles idées qui viennent, il y a plein de choses qui remontent dès qu'on commence à avoir un produit qui tourne. Et c'est essentiel pour moi de fonctionner comme ça. Après, c'est un choix, hein, je comprends que ce soit une contrainte pour certains, mais personnellement, moi, j'adore fonctionner comme ça. Ouais. Alors, donc je reviens juste au blog. On conseille tous maintenant, dans notre métier de marketeur communicant, à nos clients d'avoir leur propre blog. Mais comme aux États-Unis, maintenant on commence à avoir des blogs francophones. Il y en a à revendre, quoi. Qu'est-ce que tu conseillerais pour un individu ou une PME, une petite entreprise ou une start-up de faire pour avoir son blog, mais arriver justement à se différencier dans la jungle de tous les autres blogs? En fait, il y a un truc que j'ai remarqué déjà en 2009 quand moi j'ai commencé à être blogueur. Je suis arrivé un peu après la guerre, hein, je fais pas du tout partie des pionniers. C'est qu'en fait, il y a énormément de blogs, mais il n'y a pas forcément beaucoup de blogs de qualité ou beaucoup de blogs qui sont mis à jour régulièrement comme ils le devraient. Si tu veux, en tant qu'individu ou en tant qu'entreprise, prendre un petit peu de place, j'allais dire médiatiquement, c'est un bien grand mot, mais en tout cas dans ton secteur d'activité, à mon avis, il y a deux règles qui sont importantes. La première, c'est de définir une charte éditoriale dès le départ, de savoir exactement de quoi tu vas parler sur ton blog et quel va être l'univers de ton blog, que ce soit un blog d'entreprise ou que ce soit un blog perso, et de publier régulièrement. Je vais te donner un exemple très simple et en plus qui est d'actualité pour nous. On a lancé au sein de Lokita un nouveau blog ce matin qui s'appelle Apps Forward, qui est le deuxième qu'on lance en dehors de Lokita. On a lancé un site qui s'appelle Journal Facebook il y a 2 mois. Et donc aujourd'hui, je suis en pleine phase de lancement. Et il y a toute une stratégie autour de ça. Ça fait 3 semaines qu'on travaille sur la charte éditoriale en se disant c'est un site qui va parler de mobile, mais de quoi on parle et de quoi on ne parle pas. Et donc on se limite sur certains sujets. Et avant de le lancer, on s'est assuré qu'on avait suffisamment de sujets intéressants à traiter quotidiennement. Parce que si c'est pas le cas, ça vaut pas la peine d'aller lancer un nouveau blog. On va jamais avoir suffisamment de présence sur les réseaux sociaux et avec une communauté sur ce blog-là spécifiquement pour prendre de la place. Et donc, qu'on soit tout petit ou qu'on soit déjà une entreprise, la stratégie éditoriale, elle est hyper importante. C'est vraiment le cœur de tout, de se dire, moi je l'ai vécu sur mon blog perso, de me dire j'ai envie de parler de beaucoup de choses, mais il faut que je me restreigne un petit peu parce que soit ça devient un peu mon journal de bord et c'était pas forcément très intéressant pour les lecteurs, soit je choisis juste certains sujets et j'essaye de me présenter comme expert sur ce sujet-là. Et ça, pour le coup, c'est ce que j'ai fait et ça a plutôt bien marché. Mais aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de la quantité de blogs qui existent sur le marché. Au contraire, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est pas un marché concurrentiel vraiment comme. C'est pas des vases communicants. C'est pas parce qu'il y a un nouveau blog que l'autre va perdre de l'audience. C'est plutôt des choses qui s'additionnent. Tu nous as parlé. Moi, j'ai vu donc le lancement du site sur Facebook. Et là, tu me parles d'un 3e blog. Est-ce que j'ai bien compris? Exactement. En fait, on avait fait un test avec Journal Facebook en janvier dernier, et puis on l'avait abandonné quelques mois parce qu'on n'avait pas trop le temps de s'en occuper, et on l'a relancé en fait en août. Et puis depuis, c'est un site qui marche pas mal. Et là, depuis ce matin, on a lancé un nouveau site qui s'appelle Apps Forward, qui est un site dédié au monde du mobile et plus spécifiquement aux applications. Et donc voilà. Donc je peux t'en parler dans les grandes lignes, mais en réalité, on est vraiment en phase de lancement. Là, il est tout jeune. On l'a lancé il y a 2 heures. Ah, mais c'est génial. Alors j'ai une exclusivité là, ou bien? C'est un peu ça. Enfin, j'espère qu'il y a déjà du trafic dessus, mais ouais, c'est vraiment. Tu m'entends? Ok. Donc là, en fait, on a une exclusivité. On est les premiers à parler du nouveau blog.
Comment tu m'as dit qu'il s'appelle? Apps Forward, hein. Exactement. Donc on mettra le lien hein, évidemment pour que les gens puissent aller voir. Ok. Et puis on se réjouit de voir ce qui se passe et le contenu que vous allez mettre dessus. Je vais revenir en fait maintenant sur ton parcours parce que j'adore ton histoire. D'accord. L'histoire de Jérémy, en fait, je vais le dire comme ça parce que c'est un peu comme ça que j'aimerais le présenter. Son succès repose sur un échec. Et c'est ça que je trouve génial dans la vie, quoi. Donc Jérémy est devenu entrepreneur parce qu'il a raté son bac, on va dire. On peut dire comme ça. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Donc les enfants, ratez votre bac si vous voulez réussir, hein, sauf les miens. Alors pas les miens. Mes enfants, réussissez votre bac. Non, on rigole. Non, mais raconte-nous un peu tout ça, quoi. J'adore ce genre d'histoire. Alors ça remonte à il y a longtemps, hein, mais pour t'expliquer simplement, en fait, j'avais prévu de faire une école après le bac, l'EPITA pour pas la citer, et j'avais réussi le concours. Et pour la financer, parce que ça coûtait assez cher, j'avais décidé d'être indépendant. Donc j'avais déjà fait les démarches pour être indépendant, j'avais commencé à démarcher quelques entreprises et ainsi de suite. Mais indépendant en tant que quoi? À l'époque, en tant que développeur. Mon métier de base, à l'époque surtout, c'était vraiment d'être développeur. Et je me suis retrouvé dans une situation que j'avais pas prévue, c'est que j'ai raté mon bac. Comme j'ai raté mon bac, finalement, mon école m'a refusé. Et donc, je me suis retrouvé sans option, mais avec quelques clients qui me demandaient de travailler. Et donc, je me suis consacré à ça, en fait, très rapidement. C'est devenu mon activité principale. D'abord parce que j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de travail, de très très bien gagner ma vie à 18 ans. Presque mieux que maintenant, d'ailleurs. Enfin, vraiment, j'ai très très bien gagné ma vie. Et donc, ça m'a aussi motivé pour aller dans ce sens-là. Et au bout de 2 ans, j'avais tellement d'activités que je pouvais plus le faire seul. Et donc la question s'est posée de comment je recrute, comment je travaille avec d'autres personnes et puis tout simplement comment je grandis. Et la suite logique, ça a été de monter une entreprise. Et en fait, à partir du moment où j'ai monté mon entreprise, j'ai été obligé de changer un petit peu de rôle et de devenir plus manager que codeur, même si j'ai toujours codé. Enfin, je pourrais t'en parler pendant des heures, mais pour moi, coder, c'est quelque chose d'essentiel. Mais derrière ça, j'ai dû forcément évoluer. Et donc, je suis devenu à la fois chef de projet, manager, directeur d'entreprise, ainsi de suite. J'avais des associés, donc ça m'a aussi bien mis dans le bain de l'entrepreneuriat à proprement parler, hein, parce que c'est vraiment de la gestion d'entreprise. J'avais 12 salariés, donc c'est aussi quelque chose qu'il a fallu apprendre à gérer, parce que j'avais jamais géré de gens, j'avais jamais travaillé pour personne. Donc le monde de l'entreprise, pour moi, c'était plutôt inconnu, et je l'ai appris en tant que dirigeant. Donc c'était assez amusant. Et puis voilà, en réalité, ça a été le début. Voilà, je suis devenu entrepreneur à ce moment-là, et j'ai jamais vraiment fait marche arrière. Honnêtement, pour 2 raisons. D'abord parce que moi j'adore être entrepreneur. C'est génial de pouvoir mettre en pratique ses propres idées, de diriger une équipe ou des équipes et de diriger un projet d'un bout à l'autre. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Je m'épanouis vraiment là-dedans. La deuxième raison, c'est que trouver un job en France, même quand on a 15 ou 20 ans d'expérience et qu'on n'a pas de diplôme, c'est très difficile. Moi, j'étais en contact il y a quelques années avant de monter ma dernière entreprise. Quand j'étais entre deux, je me suis demandé si je devais prendre un poste de salarié. Et donc, j'ai rencontré quelques cabinets de recrutement et on me proposait des jobs qui étaient largement sous-payés et largement en dessous de mes compétences parce que j'avais l'expérience, j'avais la compétence, c'est certain, mais j'avais pas le diplôme. Et donc, vis-à-vis d'une entreprise, aller leur dire vous allez payer 5 000 € quelqu'un qui n'est pas Bac+5, c'était pas possible. Et ce qui était assez amusant, je vais pas donner le nom, mais l'anecdote était assez amusante pour moi. Je me suis fait rembarrer par une entreprise française parce que j'avais pas de diplôme alors que je correspondais à un poste. Et le lendemain, j'ai été contacté par leur filiale américaine qui voulait me recruter pour exactement le même poste. Voilà. Et c'est assez parlant, je trouve. Mais bon, voilà, c'est anecdotique. Ouais, grand, j'adore. Ok, donc en fait, toi, tu t'as monté pas mal de startups. Hein. Il y en a plusieurs, donc on va pas tout en parler parce que sinon, on sera Oui, encore c'est là pas demain. utile de faire tout mon CV, ouais.
Mais par contre, j'aimerais bien que tu nous parles de ta start-up actuelle, donc soshake.com. Mhm. Bah, en fait, Sochec, c'est un projet qui nous tenait à cœur avec mes associés. En fait, on a travaillé 2 ans sur le développement d'une technologie qui permet de faire du profiling. Aujourd'hui, on voit tous de la publicité sur Internet. Et nous, on s'est dit que le meilleur moyen d'avoir une publicité intelligente et qui était intéressante pour les internautes, c'était de se baser sur leur goût à eux, pas sur leurs habitudes de navigation, pas sur ce qu'ils ont l'habitude de regarder comme site précédent, mais vraiment sur leur goût. Et l'avènement des réseaux sociaux nous permet de faire ça. Et donc, on a développé des outils qui nous permettent de récolter de l'information publique, hein, évidemment. On ne va pas les fouiller dans ce qui est privé, mais d'aller récolter de l'information et de se dire, bah tiens, telle personne, elle est fan de foot, telle personne, elle est fan de danse. Et donc, on va, en temps réel, choisir quelle est la meilleure publicité à afficher à telle ou telle personne. L'idée pour nous, c'est de se dire, la publicité, pour être performante, elle n'a pas besoin d'être intrusive, elle n'a pas besoin d'être sur un gros pop-up qui saute aux yeux et qui bloque le site. Il suffit juste qu'elle soit un peu plus intelligente. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle le big data, c'est un mot très à la mode en ce moment, ça nous permet de mettre ce type d'intelligence justement dans le traitement. Et en fait, c'est ce qu'on a lancé ces 2 dernières années, c'est une régie publicitaire qu'on a voulu être intelligente, au sens où on va aller récolter de la donnée, ce qu'on appelle le big data, c'est très à la mode, et la traiter de façon aussi intelligente que possible. Essayer de créer un espèce de robot qui va comprendre quels sont les goûts des internautes, parce qu'au final, c'est ça le cœur de la pertinence de ce qu'on est capable de proposer, c'est le fait de proposer une publicité qui corresponde au goût de chacun, et non pas de faire ce qu'on appelle du mass market. Donc c'est vraiment le cœur de notre Alors, idée. juste si j'ai bien compris, parce que pour nous, pour les nuls, je vais juste répéter avec mes mots simples hein, et que tu me Dis-moi. dis si j'ai bien compris. Donc, la différence entre ce que vous faites, vous, et la publicité contextuelle que nous, on reçoit quand on surfe sur Internet, c'est que eux, donc j'imagine les gros réseaux Google et tout ça, ils se basent sur les sites que l'on a visités précédemment, alors que vous, votre algorithme, il est basé sur les profils de réseaux sociaux et ce que nous, on a rempli. Est-ce que c'est juste? Alors c'est partiellement juste. Google fait du contextuel, ça veut dire qu'en fait il va regarder quel est le contenu de la page que tu es en train de regarder. Des sociétés qui font ce qu'on appelle du retargeting, elles vont se dire, tu es passé sur le site des Trois Suisses ou de la Redoute, donc je te réaffiche de la pub pour les Trois Suisses ou la Redoute. Et nous, on va se baser sur ce qu'on a détecté comme comportement, donc les sites que tu as visités et les sites que tu as partagés sur les réseaux sociaux. Par exemple, si tu as regardé 100 articles sur des danseurs et que tu en as partagé certains sur les réseaux sociaux, ben on va nous en conclure que tu as que la danse est un sujet qui t'intéresse. Donc Voilà. c'est ce que je partage, hein, c'est ce que je partage que vous allez repérer. C'est pas ce que j'ai rempli dans mon profil, par contre c'est ce que j'aurais partagé sur les réseaux sociaux. Oui, c'est pas ce que tu as rempli dans ton profil parce qu'en fait, ça c'est de l'information privée. Et nous, on veut pas accéder à de l'information privée. C'est la limite qu'on s'est fixée. Et en fait, les informations publiques nous suffisent largement pour savoir ce que tu aimes et pour créer un profil. Donc, on n'a pas, nous, d'intérêt à rentrer dans le domaine privé des gens. Et puis après, ça pose d'autres problématiques en termes rien qu'en termes de déontologie déjà. Donc, on se base vraiment sur ce qu'on appelle les datas publiques. Et honnêtement, il y en a tellement que c'est largement suffisant pour définir un profil intelligent. D'accord. Alors, je fais le lien tout de suite. Donc, on parle des réseaux sociaux. Et comme tu as lancé le blog journalfacebook.fr, je profite pour que tu nous donnes, en fait, dans les grandes lignes, les 3 plus grands changements qu'il y a eu récemment sur Facebook. Écoute, il y a un changement qui est sur ces derniers mois au sein de Facebook et au système d'ads de Facebook, c'est le profiling sur mobile, qui pour moi est un élément hyper important. Facebook travaille énormément sur sa stratégie de publicité mobile et pour le coup, ça marche bien. D'abord pour eux parce qu'en termes de chiffre d'affaires, ça commence à représenter beaucoup. Et pour les annonceurs parce que Facebook est très très présent sur mobile, notamment via son application.
et que les publicités mobiles marchent très bien. Pour moi, c'est vraiment un des prochains enjeux. C'est vraiment le fait d'être pertinent sur la pub mobile. Et d'ailleurs, depuis ce matin, il y a certaines catégories de clients qui peuvent rajouter de la vidéo dans leur publicité. Donc, on voit que Facebook essaye d'être innovant de ce point de vue-là et sans forcément que ça coûte plus cher à l'annonceur, d'essayer de générer de plus en plus de clics et de vues. Donc, à mon avis, ils ont une stratégie qui est assez intelligente là-dessus. De l'autre côté, le petit reproche que je pourrais faire à Facebook, ou en tout cas ce qui frustre pas mal de community managers, c'est que leur reach, donc le nombre de personnes que tu peux toucher quand tu publies sur une page Facebook, diminue de plus en plus et ça devient de plus en plus compliqué d'avoir son audience. Moi, j'ai remarqué ça aussi, ça m'énerve. Je vois tout à fait ce qu'ils sont en train de faire. Donc, typiquement, quand tu partages un truc, et ben ouais, ils diminuent le nombre de la portée, plus ou moins exprès pour que tu achètes de la publicité, en gros. Bah, alors en fait, oui et non. Le discours de Facebook, c'est de dire on fait en sorte que ça soit de plus en plus pertinent pour les internautes. Après, l'algorithme de Facebook fait que plus quelque chose est partagé, plus il va considérer que c'est pertinent. Donc par exemple, une petite image rigolote qui, par définition, elle va être un peu plus virale que quelque chose de sérieux, elle va avoir un très bon reach. Et c'est ce qui rend c'est un peu le mauvais côté du reach de Facebook. C'est que les choses les plus sérieuses sont pas forcément les plus partagées et donc elles bénéficient pas d'un bon reach. Et ça, c'est dommage. Voilà. Mais il y a un travail à faire de la part de Facebook là-dessus. Ok, il y a encore un autre grand point dont tu veux nous parler par rapport au changement de Facebook ces derniers mois. Moi, un changement que j'attends, qui n'a pas encore eu lieu, mais que j'attends, c'est la nouvelle interface de Facebook, dont on nous parle depuis des mois et qu'on voit toujours pas arriver. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi on la voit toujours pas arriver, parce que c'est pas si compliqué que ça, je pense, de faire une telle mise à jour. Mais pour le coup, l'homogénéisation des interfaces, ça veut dire le fait que l'interface web soit la même que l'interface mobile et que l'interface de l'application mobile. Je comprends pas que ça soit pas encore fait au sein de Facebook, surtout qu'on a déjà vu l'interface, on sait déjà à quoi elle ressemble. Certains ont déjà pu la tester, donc c'est quelque chose qui est développé. Et je comprends pas trop pourquoi elle n'est pas encore là. Mais je pense qu'en fait, ils nous préparent d'autres choses et que au moment où ils vont la lancer, ça va être l'occasion d'annoncer plein d'autres choses, notamment, je pense, vis-à-vis du reach et vis-à-vis de l'open graph, qui reste un des piliers de Facebook. Donc j'attends la suite. Voilà. Mais ça, c'est clairement une des mises à jour que j'attends le plus parce que ça va avoir un impact global sur la navigation, sur les pubs, sur à peu près tout ce qu'on fait au sein de Facebook. On le sait, dès que l'interface change, le taux de clic change, le taux d'appréhension change, l'engagement change, les utilisateurs réapprennent entre guillemets à l'utiliser, donc c'est important. Voilà. Pour moi, c'est une mise à jour importante et elle va sûrement changer des choses pour les marketeurs, donc j'attends avec impatience. D'accord, donc nous les marketeurs, on doit tout le temps réapprendre systématiquement, mais on adore ça. Écoute, je voulais te parler d'un autre petit truc aussi pour la fin qui m'a fait tilter pour plein de raisons. Tu vas tout de suite comprendre. C'est, j'ai cru comprendre que tu étais allergique aux fautes d'orthographe. et en fait, la question que je voudrais te poser, c'est que finalement, on en fait tous, hein, je veux dire, on essaie de pas en faire, mais c'est quoi ton truc à toi? Qu'est-ce que tu peux nous donner comme truc pour faire de moins en moins de fautes d'orthographe, en fait? Écoute, chez moi, c'est un gros sujet. Honnêtement, je dois en faire aussi, hein, c'est pas le sujet. C'est juste que quand je vois une faute d'orthographe dans un article, pour moi, ça le décrédibilise totalement. Donc, généralement, je passe à autre chose. Mais écoute, il y a deux trucs, vraiment. Je pense qu'il y a un vrai problème sur l'éducation, globalement, sur le fait d'apprendre à écrire. Et enfin moi j'ai appris à l'ancienne en maternelle à écrire et donc l'orthographe et la grammaire c'est extrêmement important pour moi et ça l'a été depuis le plus jeune âge. Donc j'ai pas attendu d'être blogueur pour ça. Maintenant ceux qui ont du mal à écrire et qui font des fautes d'orthographe, il y a deux choses qui sont faciles à mettre en place. La première c'est de se relire.
Euh, je pense que personne n'écrit parfaitement du premier coup, et moi y compris. Donc, faut se relire. La deuxième chose, c'est quand on sait qu'on fait des fautes d'orthographe et qu'on veut essayer de publier sans faute d'orthographe, il y a tout un tas de correcteurs qui existent aujourd'hui qui corrigent pas forcément toutes les fautes de syntaxe et ainsi de suite, mais qui vont en tout cas permettre d'éviter les grosses bourdes, les fautes de frappe, ce genre de choses. Et donc, c'est déjà une première étape. Mais pour moi, c'est une question de crédibilité. C'est juste important de prendre le temps de se relire, que ce soit pour les fautes d'orthographe, de grammaire ou tout simplement pour la syntaxe. Moi, je sais que depuis que je suis blogueur, mon écriture, elle a beaucoup évolué. La façon dont j'écris, elle a beaucoup évolué parce qu'il y a des choses qui sont plus agréables à lire que d'autres. Par exemple, le fait de faire des paragraphes, le fait de faire des phrases courtes. Avant, moi, je faisais des phrases qui faisaient 3 pages et c'est très désagréable à lire. Et en fait, c'est des choses qui s'apprennent petit à petit, mais qui rendent la lecture beaucoup plus agréable et au final qui ont un vrai impact sur le succès d'un blog ou d'un article, parce que les internautes ils vont arriver dessus, au lieu de voir un pavé de texte qui fait 40 lignes, ils vont voir quelque chose d'un peu structuré et de plus agréable et de plus facile à lire. Ouais. Ok, génial. Et puis bon, il y a un truc infaillible aussi pour s'améliorer en orthographe, c'est la lecture. Alors, je ne sais pas si vous connaissez The Book, le livre, voilà, c'est pas mal aussi. Alors, juste avant de te quitter, j'aimerais que tu nous dises comment tu fais. J'ai aussi entendu, et puis c'est évident parce que avoir tout ce que tu fais, tu dois être très concentré quand tu travailles, mais comment tu fais pour pas te déconcentrer et partir partout sur le web quand tu bosses? C'est quoi ton truc en fait? Eh ben écoute, j'ai une méthode que j'ai pas du tout inventée, hein, qui est très simple, qui s'appelle Pomodoro. Le principe, c'est de faire une chose à la fois et justement de pas se laisser déconcentrer. Donc quand je travaille sur une tâche, je travaille sur aucune tâche pendant ce temps-là. Il y a une appli sur iPhone que j'aime bien qui s'appelle Focus Time, qui permet en fait tout simplement de lancer un timer qui va durer 25 minutes. Pendant ces 25 minutes, je fais une seule chose. Je vais me consacrer à une seule tâche, que ce soit répondre à mes mails, écrire un article, faire de la veille, peu importe. Mais je fais qu'une seule tâche et je me laisse pas distraire par autre chose. À la fin de ces 25 minutes, j'ai 5 minutes de break. Donc soit je fais vraiment un break, soit je fais autre chose pendant 5 minutes. Et je recommence. 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes. Et en fait, je travaille comme ça. Et le fait de découper ma journée et de la découper en tâches uniques à chaque fois, ça simplifie la concentration et ça simplifie mon travail, quoi, tout bêtement. Faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que les réseaux sociaux, globalement, moi j'y suis très présent et c'est très chronophage, mais y passer 2 fois par jour, c'est tout aussi efficace que d'y rester 8 heures par jour. J'ai pas besoin d'y rester toute la journée pour être efficace sur les réseaux sociaux. Et on parle beaucoup de la nécessité de répondre en temps réel. Et honnêtement, c'est pas totalement vrai. Moi, j'ai jamais eu besoin de répondre en temps réel pour être efficace sur les réseaux sociaux. Si je réponds 2 heures plus tard ou 3 heures plus tard ou le soir, honnêtement, c'est pas important. Enfin, en tout cas, moi, dans ma stratégie social media, ça m'a jamais posé de problème. Par contre, je planifie beaucoup de choses. On parlait tout à l'heure du lancement d'Apps Forward. Toutes les publications de la journée, elles sont déjà planifiées depuis hier. Donc, j'ai rien à faire. J'utilise Buffer, qui est un peu mon meilleur ami sur les réseaux sociaux. Donc, toutes mes publications, que ce soit sur Lokita, sur Journal Facebook, sur Apps Forward, en réalité, pour aujourd'hui et demain, elles sont déjà planifiées. Donc, j'ai pas besoin d'y retourner tout le temps en temps réel. Je vais juste aller répondre aux messages, répondre aux commentaires, répondre à mes emails, à ce genre de choses. Mais j'essaye de faire en sorte que justement les réseaux sociaux soient le moins chronophage possible. Ouais. Bon, écoute, c'est génial, merci pour tous ces conseils. Tout ce dont on a parlé en fait dans l'interview, on va le mettre sous la vidéo. Donc on va tout trouver, tes sites, ton blog, même les applis là dont tu nous as parlé parce que ça a l'air chouette la méthode. Et puis, je ne sais pas, tu comptes venir en Suisse un de ces 4 ou une conférence ou un truc ou un petit voyage Écoute, là tout de suite, c'est pas prévu, mais je venais très régulièrement en Suisse en fait. Quand j'étais gamin, j'allais tous les ans à Crans-Montana. J'ai des souvenirs d'enfance incroyables. Donc honnêtement, j'y retournerais bien. Je sais que maintenant, c'est devenu une ville assez active. Il y a pas mal de conférences tous les ans, dont une sur le social media. Je pense que je vais peut-être y faire un tour la prochaine fois. Voilà, de laquelle tu parles hein? Je me rappelle pas du nom, mais je crois que c'est Reputation Day. C'est Lyft, non? Ah, peut-être.
Je me rappelle pas du nom de la conférence, mais je sais qu'elle est à Crans-Montana. Et ça tombe bien parce que j'y ai passé énormément de temps dans mon enfance. Donc je pense que je vais y retourner, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine. Bah d'accord, bah génial. Ben, j'essaierai d'y venir comme ça on pourra se rencontrer. Avec plaisir. Avec plaisir. Ok, ok. Alors, bah écoute, c'est super sympa d'avoir pris le temps pour nous raconter tous ces trucs. Et puis, ben, j'espère à très très bientôt. Et puis, tout de bon pour tes deux nouveaux blogs, pour SoShake et tout le reste, quoi. Merci beaucoup. Merci. Ciao! À bientôt.